Bonjour, donc je suis Lucie Mougenot, je suis professeure des universités à l'université Picardie-Jules Verne et donc chercheuse au CAREF et je vais vous présenter les résultats de l'étude Alliance éducative en territoire. Voilà, les recherches ont été menées, il y a 3 volets en fait dans la recherche qui ont été menés par Fadila qui était ingénieure de recherche. Donc assez rapidement, je vais revenir sur les différentes étapes de la recherche, mais je ne vais pas aborder tout ce qui relève du contexte de départ, de l'intérêt premier, etc. Je vais insister vraiment dans cette vidéo sur les résultats. Alors, au niveau du plan, donc je vais revenir très vite sur la problématique et la méthodologie générale, mais ensuite, on va aborder surtout les résultats au niveau des 3 volets, voilà, pour aller vers l'interprétation. Alors, je réduis un petit peu ma fenêtre pour que vous voyez bien. Au niveau de la problématique, alors l'idée de départ, hein, c'était de partir d'un constat que les relations entre parents et enseignants surtout euh, sont parfois compliquées et que dans une optique de coéducation, il est vraiment nécessaire d'améliorer la communication entre les différents acteurs de la communauté éducative, mais là on va se centrer surtout sur parents et enseignants. Et donc l'étude se concentre sur la façon dont euh, la démarche qui est initiée par ATD Carmonde et développée par les centres sociaux. Donc on se concentre sur la manière dont la démarche, elle peut renforcer ou même établir au départ des liens entre les différents acteurs. Et on verra que l'intérêt supérieur de l'enfant, donc c'est vraiment le but commun, la poursuite d'un but commun est essentielle pour permettre la convergence des points de vue. Donc, on a mené une enquête, donc en 3 volets, pendant environ une année, sur 2 territoires, Roubaix et Bohain-en-Vermandois. Donc, je ne vais pas vous détailler ces territoires-là, mais il y a un descriptif assez précis qui est dans le rapport de recherche. Donc, en tout cas, ce sont 2 territoires qui sont très différents, et on verra qu'il y a quand même il y a des petites différences qui apparaissent au niveau de nos résultats selon ces territoires. Donc la méthodologie qu'on a mise en place, elle permet de cibler 2 choses, d'appréhender 2 choses, les perceptions des acteurs, donc au niveau plutôt de leur représentation, et aussi on a appréhendé leurs interactions durant les journées de croisement, et surtout leur évolution au fil des 4 journées de croisement. Alors au niveau de la méthodologie, donc il y a déjà le premier point, 50 personnes qui ont été interrogées, donc 50 adultes donc, qui viennent, alors il y a des personnes de l'association ATD Carmonde, des acteurs de quartier territoire, des parents et des personnels de l'éducation nationale, surtout des enseignants, mais pas uniquement. Donc, on a eu 50 entretiens, plus ou moins longs, puisque la difficulté pour Fadila qui a réalisé l'enquête, c'était essentiellement de pouvoir s'entretenir avec des parents. Voilà, donc c'était un petit peu compliqué. Donc parfois, elle a réussi à parler avec eux et à faire des entretiens courts, mais dont les données sont très intéressantes à analyser. Donc là, on va vraiment recueillir des éléments sur leur propre représentation de la réussite, de la place et du rôle des différents acteurs dans la réussite de leur enfant. Il y a voilà, un deuxième aspect, c'est des élèves qui ont été interrogés, donc 90 élèves, dans une école à Bohain, une école à Roubaix, et avec des groupes témoins. Donc là, vous pouvez le voir dans le tableau. Groupe 2 et groupe 4, donc ce sont des élèves dont l'enseignant ne participait pas à la démarche de croisement de savoir et de pratique. Et il y avait, groupe 1 et groupe 3, des élèves dont l'enseignant participe à la démarche de croisement. Donc, ce sont des groupes témoins pour savoir si il y a une différence dans les dans les croyances des élèves que nous avons interrogés selon la participation ou non de leurs enseignants. Et puis, ça permet aussi de faire un état des lieux de ces élèves qui sont dans des écoles classées REP+. Donc, on interroge leurs croyances en leur efficacité, c'est-à-dire est-ce qu'ils se sont capables de réussir à l'école, mais aussi au niveau social, est-ce qu'ils sont capables aussi de se débrouiller dans des situations qui pourraient être compliquées pour eux, et on a interrogé aussi leurs pratiques culturelles. Voilà, et troisième aspect, c'est l'observation des interactions durant les croisements. Donc là, c'est une démarche un peu plus ethnographique. Alors, on va en venir tout de suite à la présentation des résultats concernant les représentations des acteurs, donc des adultes.
Donc 50 entretiens, là vous voyez à droite le nuage de mots, c'est-à-dire en gros ce sont les mots qui reviennent le plus souvent. Donc là on a utilisé un logiciel, mais pas uniquement. Donc tous les entretiens ont été enregistrés dans le logiciel Alceste, qui permet une analyse lexicale et sémantique des discours, c'est-à-dire que le logiciel s'intéresse aux mots qui sont utilisés par les différentes personnes, mais pas seulement, il remet en fait le mot dans son contexte, donc dans le sens de la phrase, et il travaille aussi sur les associations de mots entre eux, c'est-à-dire quel mot est toujours utilisé avec un autre mot, etc. Et donc à partir de là, Alceste arrive à nous à créer ce qu'il appelle des classes. Ce sont en fait des classes regroupent un ensemble d'acteurs, hein, de discours qui utilisent un vocabulaire commun, donc des mots qui sont régulièrement associés, ce qu'on appelle des mondes lexicaux. Voilà, donc un monde lexical, ça renvoie directement à des représentations à l'égard d'un objet. Donc nous, là, l'objet, ça va être vraiment centré sur la coéducation. Et l'analyse des discours donc, de toutes les personnes interrogées a permis de dévoiler 4 grandes classes. 4 grandes classes, c'est-à-dire 4 façons de penser les choses, 4 préoccupations un petit peu différentes. Et ce qui était très, très intéressant, c'est que ces préoccupations, elles sont corrélées avec le profil des personnes interrogées. Vous allez le voir juste après. C'est-à-dire qu'on a plutôt, par exemple, les enseignants ont plutôt tendance à tenir tel type de discours, les parents tel type de discours, etc. Alors, c'est pas toujours tranché, hein. Il y a des personnes qui tiennent 2 discours à la fois, etc. Mais il y a quand même des relations très significatives entre le statut des personnes et puis les discours qu'ils vont pouvoir tenir. Voilà, donc parallèlement à ça, à l'analyse avec le logiciel, j'ai pu mettre aussi, vous verrez dans le rapport, des extraits de discours à chaque fois pour illustrer les propos. Donc là, je ne vais pas donner d'extrait, mais vous verrez que ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça illustre vraiment le point de vue des gens, hein. Ça rend les choses beaucoup plus concrètes. Donc, je vais vous exposer rapidement les 4 classes. Donc, dans la classe 1, alors ici sont représentés essentiellement les parents. Donc, discours des parents qui se reflètent beaucoup dans ce point de vue-là, et des parents qui viennent surtout aussi de Bohain. Donc, voilà, ils ont un point de vue, ils parlent beaucoup donc de l'éducation, mais aussi de l'environnement des enfants, c'est-à-dire leur contexte de leur vie. Et ils abordent aussi les conditions de vie, la fratrie, donc tout ce qui concerne la famille, etc. Donc ça, c'est un point qui est important puisque ça relève une préoccupation importante des parents, c'est qu'il est essentiel que l'école soit sensible à la situation sociale et économique des familles. Et ça, on verra que c'est quelque chose qui revient souvent, c'est-à-dire qu'ils trouvent que l'école ne s'attarde pas assez sur leurs propres conditions et parfois à des exigences voilà, qui sont difficiles à atteindre puisque ils ont des conditions de vie très difficiles. Néanmoins, ce sont des personnes, donc les parents, qui sont très volontaires pour collaborer avec tous les acteurs de la coéducation. Et aussi, ce sont des personnes qui ont un rôle très actif dans l'éducation de leurs enfants, même si certains disent que ça ne se voit pas trop, qu'ils ne sont pas forcément impliqués dans l'école, mais ils sont très soucieux de l'éducation de leurs enfants. Pour résumer en fait la classe 1, voilà, ce sont les parents sont très soucieux en fait du bien-être de leur enfant, mais de façon assez générale. C'est-à-dire que ça renvoie à la fois aux acquisitions scolaires, mais au fait que leurs enfants se sentent bien, qu'ils n'aient pas mal au ventre avant d'aller à l'école, voilà, qu'il y ait un intérêt porté à leur enfant et à leur singularité. Dans la classe 2, on retrouve des discours un petit peu différents et là, on retrouve surtout les acteurs de territoire, surtout venant de Lille parce qu'ils ont aussi une expérience un peu plus longue, hein, dans la démarche. Et donc là, les acteurs de territoire insistent beaucoup sur la démarche, les bienfaits de la démarche, la nécessité de la diffuser et on trouve des discours qui sont vraiment très positifs, hein. J'ai noté un réel enthousiasme, voilà, discours très ambitieux pour créer davantage de communication, à développer la communication entre les personnes qui nécessite d'apprendre à se connaître. Donc d'où l'intérêt de la démarche, hein, qui est très centrée sur ce point-là. Donc ils sont aussi très sensibilisés aux problématiques sociales, hein, évidemment, à la compréhension et prise en compte des différentes cultures. Donc on a peut-être l'aspect, un discours qui est moins centré directement sur le bien-être des enfants, même si c'est évidemment en ligne de mire, mais davantage sur l'enjeu d'écoute et de partage, hein, et voilà, de collaboration entre les acteurs de la coéducation.
Dans la classe 3, alors là, on a surtout des personnels de l'éducation nationale, donc des enseignants. Alors, ici, on a des discours qui sont un peu moins positifs, hein, qui sont parfois même connotés de façon négative parce que les enseignants mettent en avant tout ce qui va faire obstacle aux apprentissages des élèves. Voilà, donc ça peut être, voilà, ils sont conscients des conditions difficiles de vie, la précarité et cetera. Mais du coup, ils le voient d'un œil, enfin, ils voient la répercussion sur les apprentissages et les résultats scolaires. Donc, par exemple, ils aimeraient plus de communication pour que les élèves puissent mieux travailler, et cetera. Ils pensent que les parents ont un manque de confiance à l'école, ils le perçoivent, et cetera. Mais on sent qu'ils ont une grosse difficulté, c'est le nombre d'élèves par classe et le nombre de situations compliquées par classe qui leur rendent difficile la prise en compte de tous ces contextes-là. Donc, ils sont vraiment, voilà, ils ont des préoccupations centrées sur les obstacles à l'épanouissement des élèves, mais surtout à l'apprentissage des enfants. Néanmoins, ils ont évidemment une très forte volonté d'aider les enfants, hein, à se construire au sein de l'école. Enfin, la classe 4, alors elle est plus hétérogène. On a des personnes de différents profils, mais on retrouve essentiellement aussi ici les personnes qui n'ont pas souhaité participer à la démarche, puisque certains ont été interrogés, ou des personnes qui ont souhaité ne plus y aller, ne plus y participer. Ça nous semblait vraiment intéressant de savoir pourquoi. Et du coup, dans cette classe 4, alors là, on a un discours qui est aussi assez négatif, puisqu'on retrouve un peu les mêmes termes que dans les autres discours, communication, confiance, implication, et cetera. Mais cette fois-ci, c'est plus comme une volonté d'aller vers cela, c'est vu plutôt comme un frein, comme un frein à la coéducation. On sent vraiment des résistances, en disant, voilà, l'implication des parents, elle est limitée, ou alors, oui, les parents s'impliquent, mais pas comme il faudrait. On a, voilà, ce qu'on appelle des représentations non conformes aux attentes de l'école. Ils aimeraient que les autres se comportent un petit peu autrement. Donc, on retrouve aussi des discours de personnes qui sont un peu découragées, hein, par leurs expériences, qui ont travaillé avec les autres et qui finalement n'ont plus vraiment envie de partager tout ça. Mais néanmoins, toutes ces personnes sont très engagées dans l'éducation, mais elles vont plutôt avoir tendance à agir toutes seules. Alors, le cas spécifique, juste une petite diapo sur ces personnes qui ne veulent plus participer à la démarche ou ne veulent pas y participer. On a différentes raisons qui ont pu émerger, notamment des personnes qui voient des problèmes au niveau méthodologique, notamment des gens qui disent qu'on ne peut pas parler de ce qu'on veut, on ne choisit pas les sujets, etc. Ou alors qu'on ne peut pas s'exprimer de la façon dont on veut, c'est assez cadré, etc. Voilà, l'organisation de la démarche, c'est vrai, ne permet pas de parler à tout vent comme ça. Donc ça, c'est voilà, préoccupation au niveau méthodologique qui ne leur convient pas. Et il y a aussi des expériences antérieures qui ont été évoquées pour expliquer leur désengagement. Par exemple, des parents qui ont eu de mauvais rapports avec d'autres parents et qui ne souhaitent pas du coup participer à la démarche, ou de mauvais rapports avec des enseignants. On a d'autres personnes aussi qui relèvent des incompréhensions relatives à des malentendus qui entraveraient la communication. Donc, ils ont des représentations à l'égard des autres qui vont les empêcher, en fait, d'aller participer à la démarche. C'est un peu, on pourrait résumer par à quoi bon? Voilà, de toute façon, on ne s'intéresse pas à moi, ou de toute façon, ces personnes ne communiquent pas. Donc, à quoi bon aller encore une fois essayer de communiquer? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les arguments donnés sont justement ceux que la démarche tente de dépasser. Voilà, donc comme tout à l'heure, c'est pas pour autant que les gens ne sont pas engagés dans l'éducation des enfants. Donc on a vraiment, pour résumer les choses, un aperçu des motivations et des dynamiques qui favorisent la collaboration, et on a des discours vraiment dominants qui sont associés à des profils. Donc entre les parents qui sont, je résume vraiment là, de façon assez grossière, les parents qui s'intéressent vraiment au bien-être de leurs enfants et qui souhaitent dépasser les apprentissages scolaires pour aller plus vers une question d'émancipation de leur enfant. Les acteurs de territoire qui sont vraiment centrés sur la démarche, qui sont très positifs et veulent vraiment permettre aux personnes de se rencontrer. Les enseignants qui voient les difficultés des élèves au quotidien et qui ne savent pas comment procéder pour, voilà, pour améliorer les apprentissages des enfants. Et des personnes, voilà, qui ne voient que les obstacles à la communication et qui ont du mal à comprendre comment finalement on va réussir à collaborer.
Alors, selon les territoires, il n'y a pas beaucoup de différences. Néanmoins, j'en ai relevé deux petites. Entre les acteurs de territoire, bah voilà, puisque à Roubaix, ils insistent beaucoup plus sur la démarche, les fondements, les bienfaits, bah, parce qu'ils ont forcément une expérience un peu plus longue. Et puis, les difficultés des parents, on le voit souvent, on le voit aussi beaucoup pendant les interactions durant les journées de démarche. À Bohain, les parents sont quand même beaucoup plus à l'aise et ont des discours, des relations plus fluides avec les autres. À Roubaix, les parents ont davantage des réticences et une certaine méfiance à l'égard des autres acteurs et essentiellement des enseignants. Alors, je vais passer maintenant à l'enquête qui a questionné les croyances des élèves. Alors, très rapidement, voilà, on a questionné le SEP des élèves, c'est le sentiment d'efficacité personnelle. On pourrait dire, c'est le sentiment de compétence des élèves. C'est-à-dire, est-ce qu'ils se sentent capables de réussir dans différents domaines. Donc, on a questionné le domaine scolaire. Donc, est-ce qu'ils se sentent capables de réussir en maths et en français, mais aussi on a questionné le domaine organisationnel et motivationnel. En gros, est-ce qu'ils se sentent capables de se motiver pour faire leur travail, de s'organiser, de faire leurs devoirs, de demander de l'aide si besoin, etc. Euh, on a questionné aussi le SEP social, c'est-à-dire leur rapport avec leur père, et puis aussi lié à l'autorégulation, c'est-à-dire leur capacité à se débrouiller dans des situations où on pourrait les inciter à faire des bêtises. Voilà, donc, où leur père, essentiellement, pourrait les inciter à faire n'importe quoi. De façon générale, on a un SEP qui est assez élevé. Donc, pour ces 90 élèves, alors ce qui n'est pas surprenant, puisque dans d'autres études qu'on a faites antérieurement, au primaire, on a quand même des élèves qui se sentent particulièrement confiants, qui parfois n'ont pas trop conscience non plus de leurs difficultés. Et on avait observé aussi dans une étude qu'on avait faite pour un projet qui s'appelait le projet Preuve, Picardie Réussite éducative, que les croyances des élèves diminuent au fil de la scolarité. On a vraiment une pente avec des paliers aussi, une baisse à l'entrée en sixième et une baisse à l'entrée en seconde, baisses qui sont assez importantes. Donc, au niveau des maths et du français, les élèves sont plutôt confiants, ils se sont capables de réussir. Il y a assez peu de différences selon les territoires et selon la participation des enseignants. Donc, on a plutôt un profil qui est assez homogène d'élèves. Par contre, même si on a des résultats globaux plutôt favorables, on a quand même quelques élèves qui ne se sentent pas bien du tout et qui ne se sentent pas du tout en confiance dans certains domaines. Alors, jamais tous les domaines à la fois, mais voilà, on a des élèves qui ne se sentent pas capables du tout de répondre aux attentes de leurs enseignants, par exemple, déjà au cycle 2, ça arrive. Voilà, ou qui ne se sentent pas capables de faire leurs devoirs, de travailler chez eux, etc. Donc, même si ça ne représente pas beaucoup d'enfants, c'est quand même très inquiétant puisqu'on sait que les croyances sont souvent amenées à diminuer, à baisser au fur et à mesure de la scolarité. On a aussi un résultat qui est intéressant et inquiétant à la fois, c'est 17 élèves sur 90 qui signalent qu'ils ne peuvent pas avoir un endroit calme pour travailler chez eux. Alors, au primaire, ça pose peut-être pas de problème, mais dans le second degré, on avait donc dans l'étude précédente vu que c'est un critère qui est fondamental pour les élèves dans le secondaire et qui est très lié à leur sentiment de compétence. C'est-à-dire que ceux qui ne se sentent pas capables de réussir n'ont pas d'espace chez eux de tranquillité, soit parce qu'ils sont plusieurs dans la même chambre, qu'il y a du bruit, enfin, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Alors, donc là, vous aurez des résultats beaucoup plus précis dans le rapport. Un point sur le rapport aux pratiques culturelles. Donc là, je vais aller vite, mais le rapport à la lecture est quand même essentiel. On a la moitié des enfants qui disent aimer lire. Par contre, l'autre moitié dit un peu. Alors, on n'en a quasiment pas qui disent j'aime pas du tout, mais on a quand même la moitié des élèves, donc cycle 2 et cycle 3, qui disent bon, j'aime bien un peu lire. Alors, ça laisse présager quand même des réticences et un temps de lecture assez réduit, puisqu'on sait que le goût pour la lecture est corrélé avec la capacité de lecture et la quantité de lecture. Alors, on a 20% des élèves qui ne lisent jamais, hormis en classe, et voilà, 68% qui disent lire une fois par semaine ou moins. Quand on leur demande qu'est-ce qu'ils lisent, pour ceux qui lisent, alors là, ce qui a un succès incroyable, c'est le manga. Voilà, puis les BD. Voilà, on n'a pas de succès pour les romans jeunesse ou autre chose, ça c'est très très peu cité. On a une forte hétérogénéité aussi sur la quantité de livres à la maison. Voilà, il y a beaucoup d'enfants qui ont des livres, mais après, voilà, il y en a quand même presque 10% qui n'en ont pas.
Et on a aussi, résultat intéressant, un peu plus de la moitié des enfants qui ne vont jamais ou quasiment jamais à la bibliothèque. Donc on a un rapport à la lecture qui est très hétérogène, hein, très clivé. Et on retrouve ça aussi dans les autres pratiques culturelles. Alors on les a interrogés sur la fréquence de leurs pratiques culturelles. Donc là, je vais aller assez rapidement, mais pour dire que ce qu'ils font le plus, en fait, et tous, c'est regarder la télévision. Et encore aujourd'hui, parfois on peut penser qu'ils le font moins, mais pas du tout. Ils la regardent beaucoup, quasiment tous les jours ou presque. Et autre résultat un peu inquiétant, c'est qu'on en a 22% qui ne font jamais d'activité physique. Euh, voilà. Alors là où il y a des clivages importants, en fait, c'est qu'on se rend compte, quand on croise tous les résultats, c'est que donc, les loisirs numériques sont très présents dans leur vie pour tous. Et après, il y a vraiment des profils assez hétérogènes. Notamment, on a toute une partie d'enfants qui vont non pas faire du sport ou lire ou faire de la musique, etc., mais ils vont cumuler les choses. C'est-à-dire qu'ils font du sport, plus de la musique, et puis ils lisent un peu tous les jours, etc. Et de l'autre côté, on va avoir des élèves qui vont cumuler, eux, plutôt des loisirs passifs. Par exemple, on a vu que le fait de regarder la télé très souvent est corrélé avec le fait de jouer très souvent des jeux vidéo. Donc, on a des enfants en fait qui alternent les écrans, qui regardent beaucoup la télé, mais qui jouent aussi beaucoup aux vidéos, ou alors qui vont aller beaucoup sur Internet, etc. Et du coup, ils sont au cycle 2 et cycle 3. Hein, on a quand même la moitié des élèves qui vont quasiment tous les jours sur Internet déjà à cet âge-là. Par contre, la lecture est corrélée négativement avec la pratique des jeux vidéo. Voilà. On a très peu de différences selon les territoires. On pourrait dire, pour résumer, qu'à Bohain, ils sont un petit peu plus passifs, c'est-à-dire qu'ils passent plus de temps sur les loisirs numériques. Alors, dernier point, ce sont les interactions entre les acteurs durant les phases de croisement. Alors, lors des journées de croisement, l'espace est aménagé pour que les interactions se déploient de façon très progressive. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de timidité, de résistance de la part de certains acteurs, donc surtout des parents au départ. C'est vraiment au troisième jour que les participants, et surtout les parents, semblent être beaucoup plus à l'aise et plus aptes aussi à s'exprimer. Donc, premier jour, on a beaucoup des moments hésitants, des parents qui baissent les yeux, qui ne regardent pas, qui regardent pas longtemps, qui ne soutiennent pas le regard des autres, qui paraissent timides, qui ne souhaitent pas s'exprimer en public, etc. Donc, on voit vraiment une retenue importante. Un moment marquant, ça a été le deuxième jour de croisement, lorsque les parents ont perçu un vif intérêt de la part des enseignants pour leur production, puisqu'ils font des productions en groupe de pairs, donc les parents entre parents, etc., qui vont ensuite se présenter, qui vont présenter aux autres groupes. Et là, voilà, c'est un des éléments marquants, c'est que les parents ont remarqué que les enseignants considéraient, reconnaissaient leur production, la trouvaient intéressante, etc. Et là, du coup, ça a amené une sorte de sentiment de confiance et ça a libéré un petit peu la parole. Troisième journée, on a encore des tensions, mais qui se dissipent rapidement, et notamment par des efforts mis en place de la part des enseignants pour clarifier les choses et surtout changer un petit peu de vocabulaire, hein, de façon de s'exprimer. Ça, c'est quelque chose qui a été vu à plusieurs reprises et notamment qui a été demandé par les personnels des centres sociaux, c'est-à-dire d'essayer d'adapter le vocabulaire pour que tout le monde puisse bien être à l'aise et comprendre. Alors, il y a les moments informels aussi, donc ça, c'est tout ce qui est pause, accueil le matin, etc., qui ont été observés et qui montrent de la même manière des regroupements au début, voilà, des regroupements et des communications très limitées au début, avec les parents qui se mettent dans les coins, voilà, regard fuyant, qui disent bonjour, etc., mais qui ont une attitude plutôt fermée, bras croisés, etc. Et donc, au fur et à mesure des journées de croisement, ça change beaucoup. On a même un indicateur intéressant, c'est que la durée des pauses s'allonge. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de convivialité. Les échanges au sein des petits groupes lors de ces moments informels euh, sont destinés à partager des expériences de vie. Et on sent aussi une dynamique de travail au sein des groupes qui est beaucoup plus active, hein. Voilà, tout simplement. Euh, alors maintenant, on a analysé aussi les productions. Donc à chaque fois, dans les groupes de pairs, il y a des productions à réaliser. Et ce que mettent les groupes de pairs sur leurs productions, leurs affiches, c'est assez révélateur de leurs préoccupations. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont tous un objectif commun, c'est-à-dire l'émancipation des enfants, mais les chemins à emprunter pour y arriver, sont quand même très, très différents selon le statut des acteurs.
Alors déjà, ils ont des attentes un petit peu différentes. Du côté des enseignants, on est vraiment sur une attente liée à la communication, donc améliorer la communication, surtout avec les parents, dissiper les malentendus, etc. Du côté des parents, on est vraiment donc comme lors des entretiens, ça ressort sur le bien-être de leurs enfants, une clarification aussi de leur rôle. Ils aimeraient être davantage reconnus comme personnes ayant un vrai rôle dans l'éducation et même les apprentissages de leurs enfants, ce qui sous-entend une école un peu plus ouverte. Et du côté des acteurs de quartier, eh bien là, on est vraiment, comme lors des entretiens, sur l'amélioration de la communication. Quand on leur demande aussi qu'est-ce qui peut aider à la réussite des enfants, ben là, on a des choses tout à fait différentes aussi. Les parents considèrent vraiment que le bien-être est essentiel, avant même les apprentissages scolaires. Donc, ils aimeraient que l'école soit un peu moins centrée sur la question des devoirs, des apprentissages, etc., mais soit plus interpellée sur les conditions voilà, dans lesquelles elles accueillent les enfants et sur le bien-être au quotidien des enfants. Les enseignants, eux, sont plutôt très centrés sur la maîtrise des savoirs fondamentaux. Ils mettent l'accent sur le bien-être des élèves, évidemment comme une condition préalable à l'acquisition, mais vraiment leur préoccupation première, c'est les apprentissages. Voilà. Et pourquoi? Eh bien parce que les élèves qui peuvent acquérir les fondamentaux vont pouvoir avoir davantage de choix en étant plus grands. Ça va leur ouvrir des possibles, etc. Donc c'est évidemment une très bonne intention, mais c'est à plus long terme. Et là, on voit tout de suite une différence au niveau de la temporalité entre parents et enseignants. Et d'ailleurs, les parents n'ont pas manqué de relever que les enseignants avaient été un peu idéalistes hein, ou utopistes parce que au regard de leurs propres conditions de vie, etc., eh bien, ils ne trouvent pas ça forcément très réaliste d'imaginer que leurs propres enfants vont pouvoir avoir plein de choix quand ils seront grands. Voilà. Les acteurs de territoire, eux, sont à l'interface, mais ils ont quand même un discours qui est un petit peu plus proche de celui des parents. Donc pour eux, réussir, c'est vraiment atteindre ses propres objectifs, hein, parce qu'il y a vraiment une prise en compte de la singularité des personnes. Donc on a des résultats qui sont concordants avec les résultats des entretiens, avec donc cet objectif commun, hein, émancipation des enfants. Mais on relève donc une temporalité vraiment différente avec des parents, et c'est pas étonnant, qui sont très ancrés dans leur vie quotidienne, surtout les parents qui sont en situation de pauvreté ou de grande pauvreté, ils font toujours face à un avenir qui est très incertain, des situations très changeantes. Et le bien-être immédiat est vraiment la préoccupation première pour leurs enfants. Les enseignants, eux, bah, sont plus tournés vers l'avenir hein, pour offrir des choix futurs à leurs élèves. Et les acteurs, j'ai dit, sont plus centrés quand même sur la prise en compte des singularités, comme les parents. Voilà, on remarque aussi une certaine scission des rôles de la part de certains enseignants et parents, mais pas tous. Là, c'était assez hétérogène, c'est-à-dire que pour certains, bah, voilà, les parents éduquent et les enseignants enseignent. Alors qu'on sait que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais il y a parfois une scission et on a un peu cette impression que la scission pourrait arranger les choses parce que finalement, si chacun a bien son rôle défini, il y aura peut-être moins de malentendus. Mais bon, on sait bien que c'est pas comme ça que ça marche et il y a des apprentissages et d'éducation des 2 côtés. Ce qui entrave la réussite maintenant, alors là, c'était intéressant. Tous les acteurs devaient indiquer les obstacles à la réussite des élèves. Et là, on voit que les rôles sont très différenciés. C'est-à-dire que ce qui entrave la réussite, c'est très lié au rôle des personnes. Donc, généralement, des exemples très concrets sont donnés là, alors que sur ce qui convient, ce qui permet de réussir, c'était des choses beaucoup plus générales, globales et moins précises. Là, on a vraiment, on pourrait dire, du vécu qui ressort, hein, des cas très concrets et qui sont ciblés sur des acteurs. Je donne un exemple qui me revient en tête, c'est ce qui entrave la réussite, c'est quand l'enseignant met des punitions tous les jours aux enfants. Voilà, des exemples comme ça. Donc on a vraiment des cas très concrets. Ce qui est aussi étonnant, c'est que ce qui entrave la réussite, eh bien, on a énormément plus de propositions, d'éléments indiqués sur les affiches que ce qui permet la réussite. Donc un nombre plus conséquent et des éléments beaucoup plus précis que ce qui permet la réussite. Voilà. Néanmoins, on a quand même au fil des séances beaucoup moins de malentendus, de désaccords et un intérêt qui est vraiment porté à la parole de l'autre. Donc très rapidement, pour finir, troisième et quatrième journée, ben là, il y a vraiment le projet qui commence à se mettre en place et des propositions qui reflètent la diversité des points de vue. Chacun peut commencer
voilà, à s'impliquer dans les projets et à structurer les actions. On sent quand même au fur et à mesure une compréhension et une écoute mutuelle, avec une reconnaissance des rôles. Alors pour finir, en guise de synthèse, eh bien, à travers donc surtout les 2 études, hein, qui ont été menées, auprès des acteurs de la coéducation, on voit vraiment une évolution de la communication, hein, par la mise en place de la démarche et une évolution de la prise de parole aussi. Alors avec beaucoup de résistance ou de tension au départ, hein, qui, s'apaisent, hein, petit à petit, mais peut-être pas jusqu'à changer les représentations, ni surtout les préoccupations des personnes. Ça, les préoccupations, ça met beaucoup, beaucoup de temps à changer et c'est peut-être pas non plus, souhaitable, hein, qu'elles soient différentes d'une personne à l'autre. Donc on a des préoccupations très différentes, ça on l'a vu, malgré un objectif commun et l'objectif commun, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, hein, pour pouvoir, fédérer les groupes. Élément important aussi que j'ai moi pu relever, c'est cette temporalité différente entre celle des parents et celle des enseignants, qui n'est pas la même et qui, eh bien, peut créer des conflits latents. Autre élément qu'on n'avait pas anticipé au départ, c'est, l'absence de consensus autour du rôle de l'enseignant et de celui des parents. Et notamment ces moments où, les parents disent aux enseignants qu'ils ont une vision assez utopique de l'éducation, au regard donc de leurs conditions de vie. On a aussi, des enseignants qui ont pu paraître surpris aussi, du positionnement de certains parents qui revendiquent vraiment leur place aussi au niveau des apprentissages scolaires. Voilà. Alors ça peut illustrer un malentendu, hein, qu'on peut lire dans la littérature scientifique, qui émane du fait que les enseignants voient très peu certains parents et du coup, ils les condamnent à une forme de désengagement. Alors que pas du tout. Du côté des parents, ils disent que même s'ils ne vont pas à l'école, s'ils ne semblent pas impliqués, ils sont très impliqués dans l'éducation de leurs enfants, perçoivent des informations autrement, etc. Donc là, vraiment, c'est un malentendu typique. Voilà. À noter aussi que le rôle des acteurs de territoire n'est pas très bien forcément bien perçu, compris, notamment relevant des personnes de l'éducation, nationale. Donc la démarche, elle permet vraiment de créer une communication entre les parents et enseignants et les autres acteurs, hein, mais c'est vraiment là que les tensions sont les plus fortes. On a vraiment senti, de la défiance, hein, à plusieurs reprises, mais qui s'apaise et voilà et par contre, au niveau des représentations des acteurs, eh bien, ça nécessitera certainement plus de temps et la mise en place du projet. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie et puis, voilà, si vous avez des petites questions, de méthodologie, de mise en place et cetera, bah, Fadila est là pour répondre à vos questions. Eh bien, merci beaucoup. J'arrête mon partage et je coupe ma vidéo.